Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu V-Commando de Thibaut Delatouane. V-Commando est un jeu qui va bientôt sortir sur Kickstarter. En fait, le Kickstarter est encore en cours au moment où je tourne cette vidéo. Il reste 8 jours, je pense, pour aller précommander le jeu. Alors, évidemment, vous pouvez voir un petit peu les pièces ici que j'ai devant moi. Ce ne seront pas les pièces finales du jeu. C'est encore des versions temporaires et prototypes. Mais par contre, le jeu a été financé, donc il sera bel et bien produit durant l'année 2015. V-Commando est un jeu d'espionnage et de furtivité avec une thématique de Deuxième Guerre mondiale vraiment intéressant. C'est aussi un jeu coopératif où les joueurs vont incarner des rôles, certains rôles comme ça ici, certains personnages typiques de la Deuxième Guerre mondiale, comme ceux-là ici aussi. Et devront réaliser plusieurs missions dépendamment. Il y a plusieurs missions qui viennent avec le jeu et c'est un jeu qui est très thématique et beaucoup d'efforts ont été mis sur le graphisme. Comme vous pouvez voir, les dessins sont déjà très jolis. Je me base sur la version des règles fournies par Thibaut, les règles les plus récentes en fait du 10 décembre 2014. Alors voici un petit aperçu des pièces. Dans le jeu, alors je vous ai déjà présenté quelques personnages, c'est les rôles que les joueurs vont choisir en début de partie. Chaque rôle a aussi deux côtés, on va y revenir un petit peu plus tard. Chaque personnage dans le jeu ont leur jeton ici. Alors chaque jeton aussi a deux côtés. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu de furtivité. Alors, ce côté-ci, là, si vous pouvez bien voir, c'est le côté qui indique que le joueur est furtif, alors que celui-ci indique que le joueur est visible. Et on a les jetons pour chacun des personnages du jeu. Nous avons plusieurs cartes ici comme ça. Principalement trois types de cartes dans le jeu. Alors, on a des grandes cartes comme ça, intérieure et extérieure, des moyennes, encore une fois intérieure et extérieure, et des petites avec le même principe, avec des dessins bien intéressants et assez différents. Nous avons des cartes d'objectifs, comme ceci, comme ceux-ci, qui vont, dans le fond, déterminer les missions et ce qu'on va devoir réaliser dans la partie. On a énormément de jetons d'ennemis, alors les unités nazies ici. On a beaucoup aussi d'armes, beaucoup d'armes différentes dans le jeu, d'équipements. On va y revenir un petit peu plus tard. On peut retrouver aussi des aides de jeu. On peut retrouver des cartes comme celle-ci qui va nous indiquer combien d'ennemis on doit faire rentrer à chaque tour. On a finalement des cartes d'événements. Une carte d'événement sera retournée pour chaque tour qui pourra déclencher des fois des événements positifs, des fois des événements négatifs pour nous et pourra nous indiquer aussi certaines directions que les ennemis vont prendre durant ce tour. On peut y retrouver des dés aussi, comme ceux-ci, avec des chiffres qui vont nous aider à déterminer la réussite des attaques, autant ennemis que alliés. Dans le livret de règles final, on va retrouver plusieurs scénarios qui constituent plusieurs objectifs et on va pouvoir choisir ainsi la durée et combien de commandos dans le fond. Les commandos sont les personnages qu'on va contrôler durant la partie, combien il va y en avoir dans la partie. Et une chose qui est très intéressante dans ce jeu, c'est que on va faire les objectifs un petit peu, si on veut, certaines opérations vont nous dire OK, on va avoir à réaliser 3 objectifs. Les objectifs, on va les faire une après l'autre dans l'ordre, mais aussi, il va y avoir des scénarios qui vont avoir des objectifs simultanés. Donc, il pourrait y avoir 2 objectifs en même temps durant la partie. Et les joueurs devront décider dans laquelle et comment on sépare les commandos et quelles sont les missions prioritaires et comment on sépare justement les commandos et les spécialistes, dans le fond, à travers ces différents objectifs. Alors pour la mise en place, j'ai déjà fait la mise en place d'un objectif spécifique. J'ai choisi l'objectif Central Courthouse et sur
Sur la carte, ici, on a tous les détails, comment faire la mise en place. Parce que vous voyez, je vous ai présenté tantôt les tuiles, mais vous voyez ici qu'il y a plein de petits jetons, de portes. Je vais revenir un petit peu plus tard en détail, mais qui va constituer la mise en place de départ du jeu. Aussi sur la carte d'objectif, nous pouvons voir ici la mission centrale de cet objectif, donc de détruire le canon. Les objectifs sur une carte ici sont toujours représentés par cette icône ici, ce triangle bleu. Vous voyez ici que le canon va se trouver dans sur cette tuile et notre objectif va être de détruire le canon et ensuite de se faufiler vers la sortie pour réaliser la mission. Alors, on va maintenant regarder les éléments du plateau d'un petit peu plus près. Je vais commencer à vous parler, dans le fond, je vous ai déjà parlé du triangle bleu ici, qui représente l'objectif central de la mission. Juste vous dire, dans le fond, que certaines cartes d'objectifs contiennent plusieurs missions, comme vous voyez ici. Le airfield, ce serait d'aller détruire 3 avions, et vous voyez que les 3 avions seraient situés à ces endroits-là de la carte. Alors ici, ça c'est l'objectif central de cette mission-ci. Nous pouvons aussi retrouver des portes. Alors, il y a des portes ouvertes et une porte ici comme ça qui est ouverte, elle communique. On a aussi des portes fermées, mais elles ne sont pas juste seulement fermées, elles sont aussi barrées. Nous pouvons aussi retrouver les entrées principales des unités ennemies. À chaque tour, les unités ennemies vont faire leur entrée par ces entrées-ci. Nous pouvons ici voir, j'ai mis un petit jeton ici pour dire que ici c'est la clinique. Dans ce jeu, si un de nos commandos meurt ou n'a plus de vie en réalité, il ne va pas mourir, il va simplement se retrouver à la clinique ou en prison. Et il va être possible pour nous d'aller le récupérer et d'essayer d'aller le sauver de là pour s'enfuir avec, évidemment. Nous pouvons retrouver ici un marqueur assez important qui indique le niveau d'alerte. Le niveau d'alerte, pour commencer la partie, évidemment, n'est pas activé, mais si jamais on active l'état d'alerte dans la base, on va le retourner de l'autre côté et ça va pouvoir aussi, les ennemis vont pouvoir venir déclencher l'alarme qui se situe dans cette pièce-ci. Nous pouvons aussi retrouver des marqueurs de trappes. Ce sont des trappes et des passages qui vont nous permettre de se déplacer d'une pièce à l'autre. Vous voyez ici, il y en a un deuxième. Donc, nous permettra de se déplacer d'une pièce à l'autre assez distancé. Et finalement aussi, on peut retrouver des marqueurs. Ici, ce sont des marqueurs d'armes, mais nous ne connaissons pas l'identité. Lorsque un joueur va se retrouver sur cette tuile, pourrait dépenser une action pour récupérer ce marqueur et observer et peut-être vouloir récupérer le matériel qui se retrouve en dessous de ce marqueur. On peut retrouver aussi des armes lourdes. Une arme lourde comme celle-ci va être fixe et indestructible, évidemment, et ne pourra pas être déplacée d'une tuile à l'autre sur le plateau de jeu. Vous pouvez voir qu'ici il y a une mitraillette, mais on peut retrouver aussi dans le jeu des mortiers comme celui-ci. Lorsqu'on constitue le plateau de jeu, on regarde la carte ici et ce qu'il faut comprendre que, comme je vous ai dit, il y a 3 types de tuiles, donc des petites, des moyennes et des grandes, mais il y a aussi des tuiles d'extérieur et des tuiles d'intérieur. Les tuiles d'intérieur sont marquées ici de lignes plus opaques pour nous dire qu'évidemment, ils sont séparés par des murs. Donc, ça va être important de se fier à ça, de mettre les bonnes tuiles pour former le plateau de jeu. Et vous pouvez voir ici que ça donne ce résultat-là. Dans le jeu, il y a énormément de types de tuiles, mais vraiment, j'aurais pu remplacer n'importe quelle petite tuile d'intérieur par une autre tuile d'intérieur. Ils sont tous identiques à part le design. Donc, on peut aussi choisir à quoi va ressembler le scénario et donc créer aussi des atmosphères différentes selon notre goût. Sur une carte d'objectif, nous retrouvons aussi en bas à gauche de la carte combien de commandos, donc de combien de personnages, idéalement, on a besoin pour réussir ou pour effectuer cette mission. Mais selon les règles, ça nous dit que nous ne sommes pas obligés, donc on pourrait décider de vouloir que ce soit un petit peu plus difficile, donc de jouer à un peu moins de commandos ou jouer un peu plus de commandos. Finalement, sur la carte d'objectif, il nous a indiqué par où nous allons entrer et commencer la mission.
la dernière chose qu'il reste à faire avant de commencer la partie est que chaque joueur doit choisir un personnage. Et évidemment, chaque personnage, en plus d'avoir un design cool et différent, a évidemment des pouvoirs spéciaux et des capacités spéciales dépendamment du personnage. Alors, si je regarde ici le scout, nous avons... bon, on va juste se le rapprocher ici. La première chose qui est intéressante de savoir, c'est que si je choisis le scout, j'ai quand même le choix de choisir un côté ou l'autre et a des habilités spéciales et même qu'il a des armes différentes d'un côté ou l'autre. Nous pouvons voir aussi qu'il commence avec une clé et les armes qui sont indiquées sur les cartes de personnages sont des armes fixes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir les utiliser durant toute la partie et à plusieurs reprises, alors que les armes accumulées ici en haut seront à usage unique seulement. Et vous pouvez voir que celui-ci a une capacité de transport moindre que le snapper, par exemple, ici, qui aurait plus de place pour emmagasiner d'autres armes ou d'autres types de matériel retrouvés dans le scénario. Disons que je choisissais ce côté-ci, vous voyez ici qu'on va avoir le droit de choisir une arme ou un effet pour commencer la partie. Donc, évidemment, à usage unique. Il y a plusieurs matériels qu'on peut sélectionner. Alors, principalement, on aurait le choix entre ceux-là. Non, c'est pas tout à fait vrai, en fait, parce qu'ici, vous voyez, on doit choisir une arme, mais qui n'a pas un contour doré. Les contours dorés sont des armes plus rares, mais aussi plus puissantes, évidemment. Donc, on ne pourra pas les sélectionner. Sur les jetons des armes, on peut retrouver différentes icônes, dont, vous pouvez voir ici, on a l'image de l'arme. Ici, les carrés vont être, dans le fond, vont déterminer combien de dés nous allons lancer lorsque nous voulons effectuer une attaque. On va revenir un petit peu plus tard sur les attaques. On a aussi en haut des icônes, pas tout le temps. Ici, vous voyez que si je mets une clé, il n'y a pas d'icône ni de comme ça ou comme ça. Mais cette icône-ci va nous dire que mon personnage va être repéré par un des ennemis de sa tuile si nous en faisons l'utilisation. Et celui-ci va nous indiquer que nous allons devoir retourner le marqueur d'état d'alerte. Alors ici, ce marqueur-ci, nous allons le retourner comme ceci, comme ceci, sur le plateau de jeu et mettra toute la base en état d'alerte. Un tour de jeu va toujours se dérouler de la même façon, en 3 étapes. La première étape va être de retourner une carte d'événement et de lire les effets et de les appliquer s'il y a lieu immédiatement. Ensuite, nous allons faire le tour de chacun des commandos de chacun des joueurs. Et finalement, nous allons effectuer le tour de jeu des ennemis. Il y a plusieurs types de cartes événements dans le jeu. Il y a des cartes qui sont plus positives, des cartes plus négatives, mais il y a aussi des cartes qu'on va devoir déclencher en payant un coup. Donc, regardez ici, celle-là nous dit que dans toutes les pièces, il y a de la fumée, donc c'est plus facile d'être furtif. Celui-ci nous dit pour chaque 2 ennemis tués, nous allons gagner une action supplémentaire. Ici, et oui, regardez celle-là ici, nous dit en défaussant 2 armes, nous permet tout simplement de barrer une entrée ennemie et donc qu'il y ait moins d'ennemis sur le plateau de jeu. Par contre, il y a des cartes d'événements aussi moins bonnes pour nous. Celle-ci nous dit plutôt que nous allons remplacer sur le jeu 3 unités ennemies qui n'utilisent normalement qu'un seul dé par des unités ennemies qui maintenant utilisent 2 dés lorsqu'ils attaquent. Lorsque la carte événement est retournée et l'effet appliqué, si l'effet avait appliqué immédiatement, nous passons maintenant au tour des joueurs. Alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir l'ordre. Il n'y a pas d'ordre de tour fixe. On peut, d'un commun accord, choisir qui ira premier et deuxième et troisième dans une situation où, comme celle-ci, nous sommes 3 joueurs. Par contre, évidemment, c'est important de comprendre qu'il faudra terminer son tour, donc effectuer ces 3 actions parce que oui, à votre tour, vous avez 3 actions que vous allez pouvoir faire et une fois que vos actions sont terminées, nous allons passer au prochain joueur. Alors, je vais vous dire les types d'actions possibles à faire dans le jeu. Le premier type d'action qu'on peut faire, c'est se déplacer. On peut aussi se faire des déplacements furtifs.
Mais un déplacement furtif nous coûte 2 actions plutôt qu'une action comme un déplacement normal. On peut faire une attaque au corps à corps, on peut tirer, on peut ramasser du matériel, utiliser du matériel, on peut se débarrasser de matériel, on peut aussi économiser une action. Je ne vous avais pas mentionné, mais sur la carte des joueurs, ici, on a une petite section pour accumuler une action. On peut confectionner un piège ou échanger du matériel avec un autre joueur sur la même tuile. Alors, je vais faire une petite simulation rapide. Je vais probablement commencer par déplacer le scout. Alors, une action pour me déplacer vers une tuile comme ceci. Je vais utiliser aussi une deuxième action pour me déplacer sur une autre tuile adjacente. Par contre, celle-ci est une tuile médium, donc pour que je puisse rester furtif, je vais devoir en fait dépenser une deuxième action pour garder ma furtivité. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 1, 2, 3. Et le pouvoir du scout me dit que je peux révéler les jetons sur la tuile. Alors, ici, cette tuile-là, cette icône-là m'indique que s'il y avait un ennemi sur ma tuile présentement, l'ennemi me reconnaîtrait en fait et je ne serais plus furtif. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, donc très pratique pour moi. Je vais faire de même pour le sniper. Donc 1, 2, 3 pour conserver ma furtivité. Et finalement, pour le sapeur, je vais le laisser ici, une action. Et je vais arrêter ici. Donc je vais juste avoir utilisé une action pour le sapeur. Je vais quand même pouvoir permettre de conserver une action supplémentaire comme ceci. Mais ma troisième action, comme j'ai pas de place et je peux pas en conserver une deuxième, elle est tout simplement perdue. Nous allons maintenant effectuer la troisième phase d'un tour, c'est-à-dire l'arrivée des unités ennemies. Donc sur la carte d'objectif, nous pouvons retrouver, en fait, nous allons devoir retourner une carte d'ennemi ici par entrée. Et vous pouvez voir ici qu'il y a des lettres pour les cartes d'ennemis. Ça indique le niveau de difficulté. Donc, sur les cartes d'objectif, ça va être indiqué les cartes qu'on va devoir utiliser. Ici, nous avons le chiffre, combien d'unités va apparaître sur la tuile. Donc ici, ça serait pour cette entrée-là. Comme l'alarme en ce moment n'est pas activée, 2 unités. Et vous voyez ici le symbole qui représente quel type d'unité ennemie on va devoir rentrer sur la tuile. Alors, l'événement me disait que je vais retourner une autre carte d'unité. Et bien sûr, j'ai tourné une grosse carte d'unité. Comme ça, ici, il me dit 2 unités entre par l'entrée des commandos en réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai placé 2 autres unités ici ennemies. Donc, avant de faire les déplacements, je vais obligé de faire les tests de furtivité. Alors, mon personnage est furtif. Par contre, je vais devoir brasser les dés pour savoir s'il est toujours furtif lors de l'arrivée de ces unités-là. Si j'obtiens un 1 ou un 2, donc des triangles comme ça ici, un 1 ou un 2, mon personnage ne sera plus furtif. Alors, je m'en sors bien dans cette situation-là. Mon personnage est toujours furtif. Je peux maintenant passer à la phase de déplacement des unités ennemies. Alors, normalement, une unité ennemie se déplace naturellement vers un commando visible. Dans ma situation, il n'y a pas de commando visible. Alors, nous allons regarder la carte sur la carte d'événement en bas. Ici, ça nous indique quel sera le déplacement de l'unité des unités ennemies. Alors ici, ça m'indique que les unités ennemies vont se déplacer vers une tuile moyenne la plus proche. Alors, vous voyez dans cet exemple, les 2 unités ennemies ici sont déplacées vers celle-ci. Cette unité ennemie ici s'est déplacée vers cette tuile. Alors, comme il y a 3 unités qui sont apparues maintenant sur la tuile médium, on va devoir lancer 3 dés de furtivité, mais pour effectuer les tests de furtivité. Par contre, pas seulement 3 dés, mais 2 fois 3 dés, puisqu'il faut le lancer autant de fois que de commandos il y a à l'intérieur de la pièce. Alors, on va espérer rester furtif à l'issue de ça. Premier test de furtivité réussi. Deuxième test de furtivité. Oh, échoué. Alors, disons que c'était mon sniper qui n'était plus furtif. On va la mettre visible comme ceci.
Et la troisième phase du tour de l'ennemi, dans le fond, de ses déplacements, c'est de tirer vers un commando qui n'est plus furtif. Alors, si j'avais réussi mon test de furtivité, il n'y aurait pas eu de tir, mais dans cette situation-là, les ennemis vont tirer sur mon commando ici qui n'est plus furtif. Alors, comment ça fonctionne? Bien, vous voyez ici que chaque unité ici a un carré en bas. Le symbole ici l'indique. Donc, chaque unité ennemie va devoir lancer un dé et sur un résultat de 3 ou plus, il fera du dommage à mon unité. Sur une tuile plus petite, c'est 4 ou plus. Sur une tuile moyenne, c'est 3 ou plus. Ou sur une tuile grande, c'est 2 ou plus. Donc, je vais lancer 3 fois un dé et on va voir si mon unité prend du dommage. Donc, premier lancer, non. Deuxième lancer, oui, il va prendre un premier dommage. Premier dommage, vous voyez, on va le placer ici, à l'emplacement de l'action supplémentaire. Donc, en ce moment, mon sniper ne pourra pas accumuler d'action tant qu'il est blessé. On va effectuer le troisième lancer pour voir si il reste en vie. Et non. En effet, non. Et en fait, mon unité en ce moment est blessée, est complètement blessée. Comme je vous avais dit, l'unité n'est pas morte. Par contre, elle va automatiquement se déplacer vers la clinique. On va remettre du côté furtif, mais tant que mon unité est dans la cellule, on ne pourra pas l'utiliser, on ne pourra pas jouer. Il va falloir que les autres commandos aillent la récupérer, la chercher pour la libérer, dans le fond. Nous serions prêts maintenant à recommencer un nouveau tour et on fait toujours le même principe, donc toujours les mêmes étapes. On retourne une nouvelle carte d'événement. Les commandos vont effectuer leur action et ensuite nous allons effectuer les actions des ennemis. Par contre, ben, comme dans l'exemple que j'ai fait, maintenant il y aurait seulement 2 commandos qui pourraient bouger tant que le sniper est à l'infirmerie. Il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas utiliser ses actions. Je vous avais parlé un petit peu plus tôt des trappes ici. Alors, si j'avais une unité ici qui était présente dans cette pièce, elle pourrait utiliser la trappe pour se déplacer vers une autre trappe de la mission. Et dans le fond, dans cette mission, il y en a seulement 2, donc pas vraiment le choix. Mais s'il y en avait plusieurs, on pourrait choisir vers quelle trappe elle se déplace. Et aussi, comme je vous avais dit, ici, je fais un exemple à une seule mission à la fois. Mais il pourrait y avoir 2 missions parallèles, donc 2 cartes complètement parallèles. Et il y aurait des trappes dans les 2 missions, dans les 2 objectifs. Et on pourrait aussi choisir de se déplacer vers l'autre mission et donc d'aller rejoindre probablement ses comparses et ses collègues qui se retrouvent de l'autre côté. Je vous avais parlé aussi des armes comme ceci, des armes lourdes. Alors, une de mes unités peuvent utiliser ces armes lourdes-là. Et en fait, il faut dire que les unités ennemies aussi très bien peuvent utiliser ces armes. Si une unité ennemie voit un commando visible sur la carte, va automatiquement prendre l'arme et pourra l'utiliser au lieu de son arme normale. Si jamais j'utilise l'arme, vous voyez que sur l'arme, il y a un symbole un point d'exclamation. Le point d'exclamation signifie dans le fond que notre personnage sera visible, évidemment. Alors tantôt, dans l'exemple, j'avais oublié de vous mentionner que quand un commando est visible, donc mon sniper avait été visible et repéré par les ennemis. Alors, ce qui se serait passé, c'est que l'alarme, en fait, l'état d'alerte de la base se serait mis au rouge. Et dès qu'une unité ennemie arrive sur une tuile où l'alarme est au rouge, l'unité ennemie va activer l'alarme et évidemment, une alarme déclenche la panique et à chaque tour maintenant, on devra utiliser le chiffre rouge pour le renforcement des unités sur la carte plutôt que le chiffre noir. Dans le jeu, on peut retrouver des jetons comme ceci. Ce jeton-ci est un jeton de bombardement. Alors, si un de mes unités avait ce jeton-là, il pourrait l'utiliser. Un bombardement, quand même assez simple à utiliser et très intuitif dans le fond. On choisit un niveau, donc en ce moment, nous n'avons qu'un niveau. S'il y en avait 2, on choisirait un ou l'autre. Et le bombardement va affecter toutes les tuiles à extérieur. Alors, on peut retrouver aussi dans le jeu des clés.
Alors les clés, bien évidemment, ça nous permet de débarrer des portes. Donc ici, si le scout ici avait été dans cette pièce-ci, ben, pour une action, comme le scout a une clé, dans le fond, qui peut réutiliser très souvent, il pourrait, pour une action, débarrer une porte, mais à aucun moment, il est possible de rebarrer une porte. Donc, une fois qu'une porte est débarrée, elle restera débarrée. Il est aussi possible de barrer les entrées des ennemis. Donc, si, encore une fois, le scout était présent, pour une action, il pourrait barrer la route des ennemis comme ça, ici. Et lors du déploiement, ben, dans le fond, si jamais on retournait une carte comme ça nous indiquait 2 ennemis. Les ennemis, on les laisserait à l'extérieur du plateau vis-à-vis la porte, comme ça ici. Donc, ce ne serait pas possible pour eux de passer. Par contre, ça serait une bonne chose de se déplacer et de ne pas rester là parce qu'au moment où on va atteindre 5 ennemis à l'extérieur de la porte barrée, ils vont la défoncer et automatiquement tous entrer et se déplacer vers la tuile. Mais pour les entrées ennemies, il n'y a pas de problème pour rebarrer. Donc plus tard dans la partie, il serait possible de retourner et de refermer ou de rebarrer cette porte et cette entrée. Dans le jeu, il y a aussi les grenades. Les grenades nous permettent de lancer une grenade sur une tuile adjacente. Et dans le fond, vous voyez sur la grenade, ça m'indique 4D. Alors, je lancerai 4D et on pourrait, de la même façon qu'un tir normal dans le fond, mais l'avantage, ça touche plus de cibles et ça pourrait aussi détruire un objectif. Donc si je lance une grenade dans la tuile où il y a la cible, où il y a la cible que je dois détruire, bien, ça pourrait la détruire aussi. Une arme lourde comme celle-ci ne sera jamais détruite, ainsi qu'une alarme non plus ne pourra jamais être détruite dans la partie. Il existe d'autres types de matériel comme les uniformes qui nous permettent de rester furtif plus rapidement ou de redevenir furtif ou de rester furtif sur une grande tuile par exemple, comme si on était sur une petite. Il est aussi possible de placer des TNT. On pourrait placer une TNT sur l'objectif qu'on pourrait faire exploser à un certain point. On pourrait aussi la faire exploser lorsqu'il y a des ennemis. Et une TNT qui explose pourrait aussi débarrer des portes adjacentes à la tuile où la TNT a explosé. Il serait aussi possible de transformer une TNT en piège secret et caché dans le fond, et qui pourrait se déclencher lorsque des unités se présentent sur une tuile où le piège a été placé. Si, à un certain moment dans la partie, tous les commandos et tous les joueurs donc, se retrouvent à l'infirmerie, ça voudra dire que la fin de partie est maintenant déclenchée puisque nous avons perdu la partie. Lorsque les commandos ont réussi un objectif, nous allons pouvoir retourner la carte d'objectif pour dire que nous l'avons complété, passer à l'étape suivante de l'opération et si jamais ces 2 objectifs sont aussi complétés, et que nous avons complété tous les objectifs de l'opération, alors les joueurs auront vaincu le jeu et pourront se compter les vainqueurs de la partie.